Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Live Invest, votre magazine 100% digital consacré aux épargnants et à la finance. On va bien sûr parler d'actualité de la finance, on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous ici, jeunes, moins jeunes. Vous allez le découvrir dans un instant avec toute l'équipe présente autour de moi. Benjamin Zimmer, PDG de Silver Alliance. Bonjour Benjamin. Bonjour Anissa. Ravi de vous retrouver. Ravi aussi. Vous êtes le PDG de Silver Alliance et Exactement. On va parler des seniors autour du sujet du jour avec vous. Paco de Bonheur. Bonjour Paco. Bonjour Anissa. Vous êtes le créateur d'Investisseur 4.0, site internet. Vous êtes un passionné d'Indiana Jones. Et comme votre héros préféré, vous partez à l'aventure chaque mois pour nous ramener une belle histoire. Je vois que vous êtes bien renseigné. Exactement. On connaît tout sur vous, sur l'équipe. Dans cette belle équipe, Clément Lanoux à mes côtés. Bonjour Clément. Bonjour Alissa, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Je sais que vous n'avez pas eu le choix. Et merci à vous. C'est vrai que c'était contractuel, on était obligés. Parce qu'en plus, vous allez poser, vous, toutes les questions auxquelles on n'a pas pensé ou alors les questions qu'on n'ose pas poser à notre invité. Exactement, parce que moi, j'y connais pas grand-chose en immobilier, en investissement immobilier. Donc, il y a les questions. J'ai déjà répondu à certaines tout seul. Par exemple, est-ce que voler les clés de quelqu'un dans la rue, ça fait de nous un propriétaire? Apparemment, non. Oui, alors apparemment, non. Ouais. Mais il y a d'autres techniques pour justement investir et avoir un appartement à vous dans quelques années. Il va falloir voir toutes les bases avec vous. C'est ça qui va être intéressant. Et puis, en plus, vous allez partager avec nous et avec les spectateurs les questions des internautes. Toujours, vous nous écrivez sur tous les réseaux de Live Invest. Vous nous posez une question, nous on les récupère, on vous filme ou vous filmez, vous l'envoyez et on la posera justement à nos invités tout à l'heure. Et on va découvrir ça tout au long de l'émission. Et puis vous êtes descendu dans la rue à la rencontre des enfants aussi. Je n'ai pas arrêté, voilà. J'ai croisé des enfants et la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Peut-être pas en immobilier, vous allez voir. Nous allons aujourd'hui parler investissement immobilier. Vous l'avez compris, nous allons vous aider à investir dans la pierre. Aujourd'hui, l'investissement locatif. Alors, quels sont les avantages de cet investissement, les avantages fiscaux, les pièges à éviter? Vous allez nous aider, Laurent Jourda, à répondre à toutes ces questions parce qu'il nous fallait un spécialiste. Et le spécialiste, c'est vous, l'expert. Aujourd'hui, Laurent Jourda, bienvenue dans Live Invest. Vous êtes le directeur commercial de Réside Études. On va voir ce que propose Réside Études parce qu'on va voir que vous ne vous intéressez pas qu'aux étudiants et qu'il y a une actualité chargée autour de Réside Études. Mais avant cela, voici toutes les questions que l'on se pose dès que l'on pense à l'investissement immobilier. Alors aujourd'hui, l'immobilier, c'est un actif incontournable. Pourquoi ? Parce qu'il permet de se constituer un patrimoine en empruntant. C'est-à-dire que même si on n'a pas de trésorerie, aujourd'hui, via ce levier qui est le levier du crédit, on peut se constituer un patrimoine de manière très importante sur le long terme. Pour ça, il y a un deuxième point fondamental, c'est que ça permet de remplir plusieurs objectifs qui sont des objectifs essentiels pour une famille. Lesquels ? La protection. Pourquoi ? Parce que j'ai un crédit qui, lui, va être couvert par une assurance. Donc, il m'arrive quelque chose, le fait d'avoir souscrit ça, contrairement à un produit financier, où si je mets 200, 300 euros sur un livret, s'il m'arrive quelque chose l'année prochaine, je vais laisser un capital réduit. Si j'ai investi sur un actif immobilier, 100 000, 200 000, 300 000, que j'ai emprunté, je vais laisser ces 300 000 à ma famille. Donc, protection de la famille, fondamentale. Deuxième point, la retraite. Dieu sait qu'on en parle beaucoup et c'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, l'immobilier permet, au travers d'un revenu locatif que l'on va générer, de se constituer un complément de revenu. Et plus je m'y prends tôt, plus effectivement ma retraite sera confortable et me permettra de passer de bons moments, aujourd'hui à 65 ans. Troisième point, la transmission. La transmission est quelque chose de fondamental aussi, parce que contrairement à des produits de placement, où une fois que ma rente, je décède, la rente elle a été versée, mais je ne laisse pas de capital. Là, j'ai un double intérêt, c'est que j'ai eu à la fois ma rente, mais surtout, je vais transmettre ce patrimoine à mes enfants. Donc aujourd'hui, faire de l'immobilier, et notamment de l'immobilier locatif, est quelque chose d'indispensable dans son patrimoine. Aujourd'hui, quand on fait de l'immobilier locatif, deux grandes familles de produits. Un, l'ancien, deux, le neuf. Alors, dans l'ancien, le classique, c'est j'achète un petit appartement à côté de chez moi, je vais voir une agence immobilière si je ne veux pas m'en occuper, elle me trouve un locataire, et quelque part, ce locataire va me payer un loyer qui me paye une partie de mon remboursement et me permet de me constituer un patrimoine. Ce qu'on connaît le plus souvent, et qui est relativement simple, à gérer derrière, effectivement, la qualité de l'emplacement, les travaux, pas mal de choses sur lesquelles il faut faire attention, mais pour autant simple. Deuxième sujet, l'immobilier meublé. Dans l'immobilier meublé, nous avons plusieurs sujets. C'est toute la partie gérée
Donc on a vu que dans le géré, il peut y avoir du senior, il peut y avoir de l'EHPAD, il peut y avoir de l'étudiant. Beaucoup de sujets où on a un exploitant qui nous garantit un revenu. Alors forcément, cet exploitant, il va conserver une partie de ce revenu pour financer à la fois ses services et son centre de profit, mais ça a un gros avantage pour le client particulier, c'est qu'il a un revenu sécurisé, qu'on lui assure que son logement soit loué ou pas. Cette catégorie de meublés non gérés, c'est j'achète un appartement, j'y mets des meubles, je vais avoir des avantages en termes de fiscalité, et c'est moi qui me fais fort de m'occuper de cette location, alors qu'il peut se faire aussi au travers d'une agence, mais qui va me permettre de ne pas être fiscalisé sur le revenu que j'encaisse. Donc tout ça, c'est la grande famille de l'immobilier ancien. Deuxième sujet intéressant, c'est l'immobilier neuf. Alors cet immobilier neuf, lui, il permet une chose, c'est d'avoir des réductions d'impôts si on respecte un certain nombre de critères, avec un dispositif relativement connu aujourd'hui qui est le dispositif Pinel, mais il y en a eu d'autres avant, et on espère qu'il y en aura d'autres après. L'un des intérêts, c'est qu'effectivement, je vais acheter de l'immobilier neuf un petit peu plus cher, mais par contre, je vais avoir une réduction d'impôt importante et surtout une qualité de produit. L'environnemental étant très à la mode en ce moment, forcément la consommation d'énergie, parce que j'ai du double vitrage, j'ai de l'isolation phonique, thermique, donc j'ai une qualité de produit dans le neuf intéressante, et je vais là aussi avoir un loyer en face et une réduction d'impôt qui va me payer en grande partie mon crédit. Donc je vais me constituer un patrimoine à moindre coût. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour un investissement de, on va dire 200 à 250 000 euros, pour 300 euros par mois, toute charge déduite, on peut arriver à se financer quelque chose. La clé de toute façon de l'immobilier locatif, quel qu'il soit, c'est d'utiliser encore une fois ce levier de crédit. À partir du moment où on peut emprunter, il ne faut pas passer à côté, et on sait que les taux vont monter, donc c'est plutôt le bon moment aujourd'hui. Le deuxième sujet de l'immobilier au sens large, encore une fois, c'est qu'il est là pour remplir tous les objectifs que l'on s'est fixés, et à partir du moment où on respecte un cahier des charges assez précis, de qualité d'emplacement notamment, mais aussi de qualité de prestation de ce qu'on va faire, de bien valider tout ça, on a quelque chose qui va se construire à la fois pour protéger sa famille, préparer sa retraite et transmettre à ses enfants, encore une fois. Donc l'immobilier est un actif incontournable et une valeur refuge qui aujourd'hui prend vraiment du sens dans le patrimoine des particuliers, des Français qu'on peut rencontrer. Nous allons évidemment développer toutes ces questions et toutes ces réponses tout au long de cette émission avec vous, Laurent Jourda. Alors je le disais, vous êtes notre invité principal aujourd'hui, vous êtes le directeur commercial de Résidetudes. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce qu'est Résidetudes ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, Résidetudes, donc, nous sommes le spécialiste de l'immobilier locatif géré depuis plus de 30 ans. Donc, comme notre nom l'indique, on a démarré par le marché de l'étudiant, puisqu'on est le premier opérateur français. Donc, on est promoteur, gestionnaire et exploitant de résidences étudiantes. C'est le marché par lequel on a démarré donc, il y a plus de 30 ans. Et puis, on a développé ensuite l'entreprise sur un autre marché qui est lui aussi très porteur, qui est le marché des appart-hôtels. Donc, toutes les personnes en mobilité, en milieu urbain, les cadres en déplacement, les jeunes actifs, etc. Et depuis 2006, on s'intéresse beaucoup au sujet qui est le sujet d'actualité aussi, pour des raisons démographiques que tout le monde connaît, qui est le sujet des seniors. Donc, on développe beaucoup les résidences-services pour seniors. Donc, des personnes encore autonomes, mais qui ont des besoins résidentiels particuliers. Donc, on est leader en étudiants, numéro 2 en appart-hôtel et numéro 2 sur le marché des seniors. Donc, ça veut dire, pour résumer très brièvement, dans toutes vos résidences, les propriétaires sont des particuliers ? Alors, c'est ça, notre modèle de développement, c'est-à-dire qu'en tant que promoteur, on commercialise à des particuliers qui souhaitent investir des appartements, donc des appartements étudiants, des appart-hôtels ou des appartements en résidence senior. On leur propose un revenu que nous leur versons. Leur locataire, c'est nous. Et nous sous-louons le parc à des utilisateurs qui sont tous locataires, que ce soit des étudiants, des seniors, et on s'occupe de toute la gestion. Donc, on va dire que c'est dans le monde de l'investissement locatif, c'est l'univers dans lequel on s'occupe de rien, en fait. On s'occupe de tout pour les investisseurs. Ouais, on achète et après, on vous s'occupe vous occupez de tout, de A à Z, du début de l'investissement à la déclaration fiscale et jusqu'éventuellement la revente. On peut s'occuper aussi de revendre les investissements de nos clients. Alors, quand on parle de résidence étudiante, on pense tout de suite au studio, mais quel type de bien vous avez à proposer aux particuliers ? Alors, pour les étudiants, ça reste le studio. Alors bon, c'est ce qui a fait notre force en démarrant sur ce secteur, c'est-à-dire qu'on quand on a démarré, c'était la chambre du Crous, là, 9 mètres carrés,
pas très sympa. Avec les sanitaires sur le palier, voilà, évidemment. donc on a révolutionné le marché en proposant des studios tout équipés, modernes, tout neufs. Donc c'était plutôt 18 mètres carrés, vous voyez, parfois même jusqu'à 20 mètres carrés. Donc un espace beaucoup plus grand. Et puis surtout adapté à la population étudiante, c'est-à-dire proche des lieux de vie, de tout ce qui est transport, connecté à la ville au niveau des transports, et toujours à proximité d'un site étudiant majeur, puisque c'est quand même le but. Clément ? Ça a l'air génial. Moi, j'ai envie de reprendre des études. Donc, il y a une limite d'âge. Est-ce qu'on peut, parce qu'on dit résidence étudiante, si on fait pas d'études et qu'on a envie, on peut y aller ou pas du tout ? Alors, au niveau des agréments de ce genre de résidence, on peut aller jusqu'à, on va dire, 30% de résidents qui ne seraient pas étudiants. Donc, d'accord. donc on a des jeunes actifs. Donc, voilà. Oui, on a des jeunes actifs. Bon, parce que 18 mètres carrés, c'est Ouais. pas très grand. Quand on commence à bosser, avoir un revenu, etc., on a envie d'un espace peut-être un peu plus grand. Clément, ça lui suffit. Moi, ça hein, va. 18 mètres Et carrés. inversement, est-ce qu'une résidence senior, il y a un âge pour y aller, ou si on arrive, on nous dit revenez dans 2 ans, vous êtes un peu trop jeune, ou n'importe qui peut y aller. Alors, c'est pareil. Alors là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. En fait, la spécificité d'un logement senior, c'est qu'il est adapté aux personnes à mobilité réduite. On appelle ça PMR, notre jargon. Donc, on a parfois, par exemple, des gens qui sont handicapés, plus jeunes, qui n'ont pas l'âge, on va dire, pour aller dans ce genre d'établissement, et qui, en fait, y vont parce que ils sont pas des gamins, on va dire qu'à partir de 60-65 ans, on a quelques résidents qui ont trouvé cette solution d'hébergement hyper facile Oui, et pour lutter adaptée. contre la solitude ou autre. C'est la raison d'être numéro 1 de ce genre de résidence. C'est les seniors, c'est avoir un logement adapté à leurs difficultés, on va dire, de mobilité ou leur début de dépendance, mais surtout retrouver un environnement avec de la convivialité, avec des activités, on les prend en charge complètement, donc c'est un peu le club de vacances senior. Ce ne sont pas des résidences médicalisées, on est d'accord. On est vraiment sur des seniors qui n'ont pas besoin d'une dépendance médicale. Voilà, on est avant l'EHPAD, Ouais, si vous voulez, ça, pour d'accord. situer la solution d'hébergement. C'est-à-dire, on est quand même sur des gens qui ont des petits sujets de dépendance, de mobilité en tout cas, puisqu'on est capable de leur proposer tout un tas de services. Alors le service phare, c'est la restauration. On ne peut pas se raconter de Donc on fait d'histoires plus à sur ça. manger, on descend, c'est ça, au réfectoire avec tout le monde. Alors, c'est tout à la carte. D'accord. Donc déjà, nous, on propose un logement adapté. Mhm. À la base, il y a tout ce qui est le pack sécurité, c'est-à-dire, on chute, il y a un médaillon, tous ces sujets-là. Le pack animation, puisqu'il y a dans chaque résidence, on a une personne dont le job, c'est d'animer la résidence, c'est-à-dire de la faire vivre, de proposer Des soirées à thème. Pas que des soirées, c'est toute la journée. En Ah fait, oui, c'est toute la journée, d'accord. tous les jours, il y a des activités. Ça va de l'atelier mémoire à faire venir des gens de l'extérieur qui vont parler de l'histoire de la ville ou d'un point particulier. Enfin, tout ça doit être convivial et attirer cette population. Voilà, ça c'est le pack de base. Et après, tout le reste, c'est à la carte. La restauration, midi, soir, ou les deux, ou rien, et puisque ce sont des appartements. Donc il y a une cuisine dans chaque appartement. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. C'est un logement adapté aux seniors et avec des services. On parlera des prix dans un instant. Restez avec nous sur Live Invest. On va découvrir effectivement les prix de ces appartements. Si vous souhaitez investir en tant que particulier dans ces résidences de services. Mais on a beaucoup de questions. Voilà, Laurent Jourdas, c'est un sujet qui intéresse beaucoup et on a déjà des questions d'internautes. Et qui Clément. intéresse aussi les plus jeunes, parce qu'on peut être très jeune et déjà avoir envie d'investir. Et c'est le cas de Mathilde qui avait cette question pour vous. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans. Depuis 1 an, j'ai commencé à travailler et pour assurer mon avenir, j'aimerais bien investir dans l'immobilier locatif. Mais pour commencer, j'aimerais bien qu'on me conseille quel type de bien il faudrait que je prenne. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Déjà, Mathilde a une très bonne idée parce que la première chose qu'elle va découvrir, vu son âge, c'est la magie des intérêts composés. Donc déjà, pour illustrer ça par un truc très simple, mettre 200 € par mois de côté quand on a 25 ans, pendant 15 ans, ça génère 3 fois plus de capital que quand on s'en occupe à 40 ans. Oui. Pour la même chose et le même effort. Donc déjà, très très bonne idée de s'y intéresser à son âge. 21 ans, c'est très jeune. Et après, le conseil qu'on peut donner, c'est en fonction de sa capacité d'épargne, c'est-à-dire du montant dont elle peut disposer sans que ça la gêne au niveau de son budget chaque mois. Déjà, on peut calibrer un premier investissement. Alors, je dirais que
pour accéder à un premier appartement chez nous, par exemple, en étudiant, qui est, on va dire, le prix, la première gamme Le plus de bas. prix, il faut être capable de mettre, en incluant tout, pour être à l'aise, 250 € par mois. C'est ce que ça va coûter en faisant le différentiel crédit-loyer. Sachant que pour un jeune comme ça, par rapport à l'investissement et par rapport aux prêts que vont faire les banques ou pas, on va dire que c'est quelqu'un qui serait locataire, on va lui conseiller quand même d'avoir un petit apport de 10 000 € pour payer les frais d'acquisition, les frais de notaire notamment. Pour un propriétaire, un jeune propriétaire, il pourra avoir accès à un financement à 100% de ce type d'investissement. Mais justement, parlons chiffres, Laurent Jourda. Combien il faut compter pour un appartement dans une résidence? Toute la gamme de prix, du studio jusqu'à l'appartement le plus grand. Alors, en étudiant, ça va être... on propose quasiment que des studios, parce que c'est quand même le format qui plaît, qui est adapté à ce genre de population. Ça va démarrer en province à, on va dire, autour de 100 000 €, en fourchette 80, 130 000 € en fonction de la taille de la ville et de la situation géographique. Ça, c'est pour l'étudiant. Après, en senior, on va attaquer en province sur des gammes de prix autour de 130 150 000 €. Et on va monter jusqu'à 400 000 € sur 2 pièces ou 3 pièces en première couronne de Paris ou dans une très belle banlieue. Mais comment ces prix sont établis? Parce qu'on sait que dans le parc privé, il y a un prix au mètre carré, on sait que c'est plus cher à Paris qu'à Limoges. Vous, comment sont établis ces prix-là? C'est exactement pareil, c'est le même sujet, c'est un sujet immobilier, donc le prix il est formé par le coût du foncier. Le coût des constructions, il est peu ou prou le même que pour de l'habitation classique. Mais on paye la gestion ensuite que vous allez effectuer? Alors en fait, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un loyer pour les locataires et il y a un loyer que nous versons aux investisseurs. Donc c'est le différentiel. Donc on ne va pas verser la totalité du loyer payé par les locataires. Donc c'est une partie de ce loyer qu'on va verser nous, en tant que gestionnaire, aux investisseurs. Justement, on a une nouvelle question, Clément. Exactement, parce que ce qui fait peur, c'est les démarches en fait. Donc Jeanne avait une question autour des démarches. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est accessible à tous? Bonjour, je m'appelle Jeanne et je réfléchis à investir dans l'immobilier et notamment dans mon investissement locatif. Je voudrais savoir par qui et ou par quel organisme vous me conseillez d'être entouré pour le faire en toute sécurité. Laurent Jourda? Alors, trouver un professionnel. Alors, il y a plusieurs types de solutions. Le premier, on peut venir nous voir directement, nous les promoteurs, puisque on est commercialisateurs de notre propre bien. Donc on vend nous-mêmes, tout seul, sans l'aide de personne, à peu près la moitié de tout ce que nous fabriquons et proposons à des investisseurs. Après, nous sommes très distribués dans les banques. En fait, aujourd'hui, les plus gros commercialisateurs d'immobilier de tout type, et même résidence principale, aujourd'hui, ce sont les banques, les grandes banques françaises. Et puis après, vous avez un autre type de population qui est plus généraliste, qui sont les conseillers en gestion de patrimoine, les CGP, donc qui aussi prescrivent le genre de solutions que nous proposons et tout le panel de ce que vous connaissez, des lois fiscales très connues dont on ne va pas faire la publicité ici. Donc voilà, c'est les trois le triptyque, c'est aller directement à la source. Le produit directement, les promoteurs, les constructeurs, les banques et les CGP. Toujours être accompagné, en tout cas, ça c'est mais la il faut règle se d'or. faire accompagner, Clément, l'investissement immobilier, on le voit, ça intéresse une grande partie des Français, ça intéresse aussi les enfants? Alors petit à petit, on y va doucement. En tout cas, j'ai voulu voir puisqu'ils y connaissaient le niveau en investissement locatif. J'ai été très agréablement surpris, un locataire propriétaire, ils sont au taquet. Est-ce que tu connais la différence entre un locataire et un propriétaire? Propriétaire, c'est quelqu'un qui a acheté la maison toute sa vie ou un appartement. Et le locataire, c'est la personne qui se rajoute entre autres. C'est la personne qui vient donner de l'argent au propriétaire pour y vivre un peu. Et toi, plus tard, tu préférerais être propriétaire ou locataire? Propriétaire, comme ça, je pourrais vivre toute ma vie dans la maison. Locataire parce que c'est moins cher. Propriétaire. Propriétaire. Pourquoi? J'ai plus besoin de payer. Propriétaire parce que si la maison me plaît,
Je pourrais la garder plus longtemps. Et tu voudrais acheter quoi, une maison ou un appartement? Une maison belle avec un grand jardin. Et si un jour tu es propriétaire de plusieurs maisons, comment tu vas les choisir, les locataires? Qui sont méchants mais qui rangent bien. Je poserai des questions et celui qui répondra le mieux, je le choisirai. Par exemple, s'ils aiment faire le ménage, qu'ils mettent la maison en bon état, que quand je reviens, elle soit pas toute cassée. On s'en fiche, personne n'aura la maison, je garde la maison. Et donc elles resteront vides? Oui. Tu t'en fiches de l'argent? Oui. J'ai envie de dire des locataires sympas qui dérangent tout, parce qu'après je vais un peu les forcer à tout ranger parce que... Comment tu vas faire pour les forcer? Soit je leur double prix, soit... Non, après c'est méchant ça. Tu pensais à Je les quoi? mettre à la porte. Voilà. Bon, on a les futurs investisseurs, ils sont là, Laurent Ils sont Jourdain. bien, ouais. Il y a des choses qui vous ont interpellé là, peut-être Non, sur le je suis- rapport financier. Je suis étonné, ils sont vachement au courant en fait. Ouais. On Très calé. les éduque vraiment petit à petit. Chaque jour, j'ai pris le temps de leur expliquer est-ce que c'était le plus intéressant. Mais même nous, on ne sait pas, mais c'est vrai que les questions sont intéressantes quand même, qui se posent. Est-ce qu'on a besoin, est-ce que c'est la même chose d'aller directement vous voir vous? Est-ce qu'on peut tout faire tout seul? C'est les questions qui se posent, c'est les questions que je Ouais, me pose en c'est fait. les questions qu'on se pose tous, effectivement. Et on en parle pendant cette émission aujourd'hui, Live Invest, consacrée à l'investissement immobilier locatif. Place à la belle histoire du jour. Et dans cette émission, il y en a un qui nous fait rêver chaque mois. C'est Paco de Bonheur, grâce à vos belles histoires. Qu'est-ce que vous allez nous raconter aujourd'hui comme belle histoire autour de l'investissement locatif? Je vais raconter la belle histoire de l'investissement immobilier, justement, locatif, mais l'investissement immobilier par rapport à d'autres types d'investissements qui peuvent arriver sur le marché. Parce que, effectivement, c'est la belle histoire, mais on n'est pas complètement dans l'illusion. On entend pas mal parler en ce moment des difficultés pour se faire financer, notamment, les taux qui augmentent, et les banques qui rognent un petit peu le crédit, les prix de l'immobilier qui pourraient être impactés avec la crise économique. Donc, je voudrais juste replacer un petit peu l'investissement immobilier autour de ça et dire pourquoi ça reste toujours pour moi un investissement, pratiquement le meilleur investissement à faire dans tous les cas de figure. La première chose, c'est la résilience. Les prix n'ont pas diminué autant que par exemple en bourse. En 2008-2009, on a eu des petites baisses de 5-10% qui ensuite, les prix sont repartis à la hausse derrière. Parce que derrière, elle a vraiment la tendance qui est de fond, qui est qu'on a toujours besoin de logements. La population augmente, c'est vraiment le truc basique. L'autre, on va dire peut-être aspect porteur qui à mon sens est quand même intéressant quand on est investisseur, c'est que finalement la rénovation, les pouvoirs publics vont quand même être un peu du côté des investisseurs, même si beaucoup se plaignent, mais en réalité les nouveaux diagnostics, etc., vont dans le sens d'une rénovation de l'habitat, l'amélioration de l'habitat. Donc quand on investit, on se met un petit peu dans le rôle du bras finalement de l'État, même si c'est à titre privé, mais on va être aidé pour faire ces rénovations. Puis après, il y a tous les aspects un peu plus techniques de l'investissement même. Déjà l'accès au financement, donc c'est un des rares aussi actifs qu'on peut acheter sans avoir l'argent. Donc typiquement aller à la banque, avoir juste le projet, les associés, l'expertise et pouvoir investir. Donc ça, on ne peut pas le faire en bourse notamment. Il y a aussi l'aspect de négociation finalement, parce qu'on achète un bien, le prix du bien est déterminé entre un acheteur et un vendeur à un prix donné. Ça aussi, ça dépend de la typologie du bien, de la typologie de vendeur. Quelqu'un qui est pressé, qui divorce, qui a eu un décès, héritage, peut faire effectivement varier le prix énormément, Bien alors sûr, que voilà. sans forcément une régulation importante. Donc ça, c'est vraiment un aspect aussi important dans l'immobilier. Et puis aussi, je dirais l'aspect fiscalité. Alors là, c'est peut-être aussi différent selon ce qu'on achète. Il faut bien se renseigner. Mais il y a possibilité d'optimiser la fiscalité de façon très importante. Qu'on achète du meublé, qu'on ait du nu, déficit foncier, LMNP, donc loueur meublé non professionnel. On peut vraiment réduire son assiette fiscale de façon importante. Et ça aussi, c'est vraiment un côté important. Et puis je finirai par au niveau accessibilité. De plus en plus, il y a des entreprises qui permettent d'investir en immobilier sans forcément y aller à l'ancienne, acheter un appartement classiquement. On peut acheter des bouts d'appartements, on peut acheter des SCPI, on peut acheter avec du crowdfunding à partir de 1000 euros, voire même 10 euros, j'ai entendu récemment. Ah oui, Donc, l'essor des PropTech fait qu'on peut investir dans l'immobilier de façon beaucoup plus flexible et plus souple. Bon, on l'a compris, vous êtes un amoureux de l'investissement immobilier. J'ai du mal à le cacher. Ouais. Justement, on va revenir sur tout ce que vous avez dit avec vous, Laurent Jourdain. En ce moment, on le voit, c'est compliqué. C'est très compliqué d'obtenir un prêt. Les taux ont augmenté, les banques sont de plus en plus frileuses. Est-ce que si demain, je vais à ma banque en disant que je vais investir dans une résidence de service, est-ce que ça va faciliter l'accès au prêt ou pas ? Ça va faciliter. En fait, la première chose que regardent les banquiers, c'est votre situation personnelle. Ils vont regarder votre job, vos ressources, leur régularité, etc. C'est la première chose qu'ils vont regarder. Après, le produit, oui, ils vont aussi le regarder.
puisque s'ils vous accordent un prêt, il va être destiné à financer une opération. Donc, ils vont quand même jeter un coup d'œil sur la qualité de l'opération, etc. Bon, si vous venez nous voir, ils nous connaissent, forcément, puisqu'ils commercialisent nos produits auprès de leurs clients. Mais c'est vrai que ça s'est complexifié, essentiellement en raison de la modification du mode de calcul pour évaluer le taux d'endettement maximum des personnes. Pas rentrer dans la technique, mais c'est ça qui a vraiment mis un coup qui a sorti du marché des investisseurs, un grand nombre d'investisseurs. Après la hausse des taux, oui, il y a une hausse des taux, mais on était dans une situation qui était complètement anormale au niveau des taux. En fin d'année dernière, il y avait encore des taux à moins de 1%, avec quasiment pas d'inflation. Aujourd'hui, il semblerait qu'on soit à 6% d'inflation, on est à des taux à 2,30 aujourd'hui. On est encore dans une situation hyper favorable à l'investissement, et surtout, le grand retour, c'est l'inflation. Et ça, l'actif qui protège le mieux l'argent des épargnants de l'inflation, de tout temps, ça a été l'immobilier. Pourquoi ? Parce que l'immobilier prend l'inflation aussi. C'est-à-dire que tout augmente, donc construire ça augmente, et de facto, les immeubles qui sont déjà construits prennent aussi de la valeur. Très souvent dans cette émission, on parle d'investissement risqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est l'investissement le moins risqué ? Oui, cet investissement-là, ça a toujours été son rôle, entre guillemets. Il y a une garantie si je vais voir directement avant d'aller voir la banque, que ce soit une résidence senior ou étudiante, est-ce que je me demande, mais si je mets 500 €, est-ce que j'ai une garantie que ce soit occupé et je m'occupe même pas de qui est dedans, ou est-ce que j'ai le choix de mon locataire, j'ai l'œil dessus ou pas du tout ? Pas du tout. C'est à 100% notre travail de mettre un locataire, de vous payer. En fait, le jour où on signe un contrat de réservation, vous connaissez à l'euro près le montant de ce que vous allez toucher, alors tous les trimestres. Donc, vous le savez à l'euro près. Donc, que ce soit en étudiant ou en senior. Donc, il n'y a pas de surprise. Et si c'est pas occupé, c'est nous votre locataire. C'est vous qui... Très bien. Je vous remercie. Vous pouvez m'appeler monsieur le propriétaire. Clément, cette émission fait beaucoup réagir. On a vraiment beaucoup de réactions et de questions sur les réseaux de Live Invest. Et je remercie les filles, les femmes qui se manifestent beaucoup plus que les hommes aujourd'hui, parce que c'est une nouvelle question. Cette fois-ci, elle est signée Lisa. Bonjour, je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans, je suis étudiante et je me posais une question. Si j'investis dans l'immobilier locatif en plus de l'achat, quels sont les frais supplémentaires auxquels je dois m'attendre ? Merci. Laurent Jourda, c'est vrai qu'il y a le prix d'achat de l'appartement et ensuite, on s'attend à quoi ? Est-ce qu'il y a une douloureuse ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir nous choquer ? C'est toujours des questions quand même sur les prix, c'est ce qui stresse les Français. Il n'y a jamais, est-ce que les locataires sont sympas ? Est-ce qu'ils sont bien assis ? Est-ce que le canapé est joli ? Jamais. Non, mais c'est une bonne question aussi. Oui, il y a les premiers frais que tout le monde connaît, ce sont les fameux frais de notaire, frais de mutation. Donc dans le neuf, qui est le marché sur lequel nous sommes, c'est moins cher que dans l'ancien, puisque c'est autour de 2,5%. Alors on peut dans certains cas les faire financer aussi par sa banque. C'est ce que je disais. Mais ça existe aussi dans l'investissement locatif privé. Là, si on veut faire de l'investissement locatif, par exemple, comme ça en résidence de service, qui est votre cas, est-ce qu'il y a vraiment des frais supplémentaires qu'il va falloir qu'on étudie ? On passe chez le notaire, donc comme c'est un appartement qu'on achète. Donc il y a ces fameux 2,5% de frais, autour de 2,5%. Dans l'ancien, qui n'est pas ce que nous pratiquons, mais c'est plus cher, c'est plutôt 7,5, et plus la surface est petite et plus ça peut monter, puisqu'il y a des taxes incompressibles. Donc on peut dire qu'il y a ça. Après, comme souvent dans notre système, on achète sur plan, c'est-à-dire ce qu'on appelle la VFA, vente en état futur d'achèvement. Donc l'immeuble n'est pas construit. Donc on achète un appartement sur plan, donc il va se passer 1 an, 2 ans avant qu'il soit livré. Donc pendant ce laps de temps, si on met en place son financement, on va payer un petit morceau. En fait, on va payer souvent l'assurance du prêt. Donc 20, 30 euros par mois. Mais qui va aussi procurer le fait qu'on est assuré sur ce prêt-là. Donc déjà, c'est bien. Après, il y a des frais de gestion. Alors là, il faut compter, je ne sais pas, quelque chose comme... quand on le fait tout seul, c'est plus cher que chez nous. Nous, on a tendance à proposer un montant forfaitaire global. Donc, il y a moins de surprises. Mais si on le fait tout seul, là, oui, il y a plus de frais. Je ne vais pas donner des montants, mais c'est... Non, mais il n'y a pas de mauvaise surprise, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où on vient vous voir et qu'on investit dans ces résidences-là, tout est compris, on peut tout inclure dans notre budget et on n'aura pas de mauvaise surprise au bout de 6 mois ou 1 an. Non, en plus, nous, on fait ce qu'on appelle des simulations financières, mais qui incluent tout. Y compris la gestion, y compris ces fameux frais intercalaires dont je parlais, qui incluent les frais de notaire. Voilà, on propose quand même à l'investisseur, le but,
c'est de donner un conseil, on se doit de donner un conseil objectif et sincère. Donc, on leur dit le maximum de choses dès le départ. Benjamin ? Oui, peut-être préciser que chez le notaire, on signe aussi un bail commercial pour justement vous donner la gestion du bien. Alors, effectivement, beaucoup de sociétés dans notre domaine pratiquent la signature du bail commercial chez le notaire. Alors nous, on le fait avant. On le fait dès le contrat de réservation. Comme ça, il n'y a pas de surprise. C'est vrai que c'est une pratique de notre métier. Souvent, les clients, les réservataires signent un projet. Et parfois, ils découvrent des petites différences chez le notaire. Chez nous, on ne pratique pas comme ça. On réitère à 100% la proposition de départ. C'est-à-dire le bail commercial que la personne a signé le jour où elle a réservé, c'est le même que le jour où elle signe chez son notaire. Paco ? Ouais, une petite question par rapport, et ça rejoint un peu ce que vous disiez, Agnesa, sur le prix, en fait. Parce que quand on est investisseur, qu'on investit dans ce type de bien, est-ce qu'on est au courant de la valorisation et de la liquidité, la possibilité de revendre cet appartement comme au titre de n'importe quel appartement, ou est-ce que parce qu'il est dans une résidence un petit peu particulière, on a plus de difficultés? C'est pas le même type de produit, le marché ne pourrait peut-être pas le prendre de cette manière-là. Et je pose aussi la question, parce qu'il peut y avoir une sorte de méfiance aussi. La société étant promoteur de l'appartement qu'elle vend, il y a peut-être une sorte de conflit d'intérêts, du moins moins de transparence sur la valorisation réelle du bien, en fait. Donc, ça aussi, c'est un vrai sujet, parce que comme on est à la fois, comme vous dites, promoteur et gestionnaire, c'est nous qui allons payer le loyer. On ne peut pas, d'un côté, surévaluer le loyer qu'on va devoir payer et surévaluer le bien immobilier qu'on construit. Donc on est obligé d'être assez vertueux et équilibré dans notre proposition. C'est-à-dire, on propose un prix d'appartement au juste prix et un loyer dans le marché, parce que sinon, on ne va pas arriver à le louer. Donc on va avoir des problèmes en tant que société. Mais à la revente ? Et la revente, qui est un grand sujet, parce qu'un investissement, il faut toujours regarder comment on rentre, comment on vit dedans et comment éventuellement on en sort. On a créé, il y a plus d'une dizaine d'années, une structure dédiée à la revente de nos produits. Donc on s'en occupe à 100%. Alors, pas seulement pour offrir une porte de sortie aux investisseurs, mais aussi parce que notre intérêt, c'est de garder la gestion des appartements. Donc, en tant que gestionnaire, on veut garder le plus possible la totalité de la résidence en gestion. Donc, en faisant nous-mêmes la revente, on va trouver un investisseur qui va poursuivre un projet similaire. Et pour répondre à votre question sur les délais, c'est un bien immobilier normal, entre guillemets. Donc, on va subir la loi de l'offre et la demande. Donc, on va prendre des délais normaux de vente d'un bien immobilier classique. Alors, si on cherche à le vendre au juste prix et qu'on est sur une estudine, forcément, on va avoir plus de gens qui ont 100, 120, 130 000 euros à mettre dans l'affaire que des gens qui ont 345 000. Donc, ça va être vraiment ça. Mais bon, il faut compter. Nous, on dit 6 mois. Il faut compter ça quand même comme horizon de temps sur une revente. Clément, on a une nouvelle question. Oui. Me dites pas que c'est encore une spectatrice. Oui, elle s'appelle Charlotte. Décidément. Et contrairement aux autres, c'est pas une future investisseuse, elle est en plein dedans là. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 22 ans. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un âge où l'investissement locatif n'a plus d'intérêt ? Ah, oui, parce qu'on a eu beaucoup de jeunes qui nous ont interrogés. On a parlé beaucoup de ces jeunes. Vous avez dit qu'il fallait commencer le plus tôt possible, que c'était un investissement sécurisé. Mais par exemple, 65 ans, début de retraite, je veux investir. C'est bien, c'est trop tard ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Non, plus sérieusement, en fait, ce qu'on va l'indicateur, c'est des banques. Jusqu'à quel âge les banques peuvent prêter. Elles prêtent à un investisseur. Donc, ce qu'on regarde, ce que vous savez peut-être, c'est que il faut que le prêt se termine, on va dire, en maximum à 80 ans. Donc, ça veut dire que si on fait un crédit sur 10 ans, par exemple, à 70 ans, on peut encore investir. Alors, nous, ce qu'on voit dans la pratique, c'est qu'on a beaucoup de seniors, des gens de plus de 65 ans qui investissent. Mais souvent, en fait, ils font un arbitrage. C'est-à-dire qu'ils sortent de placements lesquels ils sont pas très contents ou ils ont envie de sécurité et ils viennent sur l'immobilier parce que voilà, c'est plus sûr et les rendements sont bons. On n'en a pas trop parlé, mais les rendements et c'est du net d'impôt. C'est hyper important de dire ça parce que on parle souvent de rendements. Les CPI ont des rendements 4,5, 5, parfois 6. Nous, quand on dit qu'on propose un rendement senior, par exemple, à 4,05, c'est 4,05 dans la poche de l'épargnant et c'est du net d'impôt. On économise. C'est du sans impôt. On économise sa tranche d'impôt et les prélèvements sociaux. Donc, les prélèvements sociaux, c'est 17,2. Sa tranche d'impôt, on est très vite à 20. Donc, le premier avantage fiscal, c'est ça. Donc, même si jamais il n'y a pas de crédit, admettons, on a 65 ans
on a un peu de cash à mettre dedans, vous conseillez plutôt que le faire dormir à la banque, d'investir dans une résidence senior Ah oui, aujourd'hui, le livret A, je ne sais même plus à combien il est. Un 5, c'est ça, un 2. Donc, entre un 5 et 4. 4,05 à dire. 4,05, mon choix est vite Le fait, choix, quoi. il est vite fait. Après, c'est moins liquide. Si Effectivement. j'ai besoin demain matin, le livret A, je peux y aller, je peux redire. Donc, il y a toujours aussi un horizon de temps qu'il faut respecter. C'est de l'investissement immobilier. Donc, Après, c'est une question, j'ai pas encore 60 ans, je vais réfléchir, mais je verrai. Dans un instant, Laurent Jourda, vous allez passer sur le grill du 5 sur 5 de Benjamin Zimmer. Avant ça, on reparle un peu avec les enfants et on parle d'argent. On parle d'argent toujours et on parle d'investissement immobilier, justement, les placements, c'est eux qui ont toujours la meilleure réponse. Écoutez. Est-ce que tu sais combien un locataire il paye? 400, 300, 100, 200. S'il est un peu grand, dans les 6000. Et s'il est petit, bah moins. 3000, un truc comme ça. 3000 par mois? Bah, si c'est en bon état, je dirais 200 maximum. Et si c'est en mauvais état, 100 maximum. Tu crois qu'il y a des gens qui louent des appartements en mauvais état? Non, je pense pas. Tu penses que tu l'achèterais combien l'appartement? 12 000, allez. Une maison dans les 40 000, un truc comme ça. 600 000, une grande maison, dans les millions. Dans les 1000 euros ou plus. Ouais. Ça dépend de la taille? Oui. 1000 € une maison, si vous la voulez, on vous la vend. Et 200 € de loyer, ça quand même, il faut retenir. On va voir justement comment ça se passe chez Résidétudes. C'est la moyenne des loyers, que ce soit pour les étudiants ou les seniors. Il faut compter combien pour vos appartements? pour un étudiant, on va dire en province, on va être à 500, autour de 500 €. En région parisienne, on va être entre, la fourchette, ça va être 700 jusqu'à 1000 € dans Paris intramuros. Et en senior, on va démarrer pour c'est des studios, des grands studios, on va dire, c'est 30 mètres carrés au moins. On va être à 1 200 € par mois. Donc on appelle ça une redevance, c'est pas un loyer parce que ça inclut des services. Bien sûr. Et puis pour un 2 pièces, 3 pièces, on va être jusqu'à 1 800, 1 900. Voilà. Justement, vu que c'est plutôt une redevance, c'est pas un loyer, est-ce que quand même ces étudiants ont droit aux APL et aux aides logement? Que ce soit les étudiants, les seniors, c'est leur logement. Donc ils ont droit aux APL, aux aides pour les seniors, puisqu'il y a l'équivalent des APL pour les seniors. Donc c'est leur résidence principale. Donc ils ont droit à toutes les aides qui existent pour les locataires. Et on passe au 5 sur 5 de Benjamin Zimmer. Laurent Jourda, vous le savez, Benjamin Zimmer est PDG de Silver Alliance. S'il y a une population qu'il connaît par cœur, ce sont les seniors. Donc il a plein de choses à vous dire aujourd'hui. Benjamin, c'est à vous, on vous écoute. Merci Anissa, bonjour Laurent. Merci de vos réponses parce que c'est agréable de vous entendre. C'est très pédagogique, ou parfois c'est très complexe, c'est très technique dans l'univers des résidences de service. La première chose qui me vient à l'esprit en vous écoutant, c'est bravo d'avoir pensé que les 30 ans de croissance allaient venir des seniors, puisqu'effectivement aujourd'hui, il n'est plus de seniors que de bébés, et qu'effectivement, il y aura certainement moins d'étudiants dans les 30 ans que de personnes de plus de 60 ans. Donc ça, c'est bravo, parce que effectivement, vous avez vu juste. Mais j'ai une question par rapport à ce sujet précisément, c'est qu'est-ce que vous faites concrètement pour permettre aux personnes qui vivent dans vos résidences de cet âge d'y rester le plus longtemps possible, en autonomie? Alors, ce qui rend les gens heureux dans ces résidences, en fait, c'est de retrouver de la convivialité, de retrouver des gens à qui parler. Nous, notre travail numéro 1, c'est de créer un espèce de bien-être autour de ces personnes. Et donc, c'est la sociabilisation, enfin, je ne sais pas comment, si c'est le bon terme. Donc, on crée des résidences où les gens vont sortir de leurs appartements. Il y a des espaces communs. Une résidence senior, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est 800 mètres carrés de parties communes. Donc, c'est très, très grand. Donc, ces parties communes, c'est la salle de restaurant, des salons pour aller jouer aux cartes, pour faire des jeux de société. Il y a même des billards, il y a même des salles de gym douce. Parfois même des piscines. Donc, c'est tout un espace de vie qu'on recrée donc, pour que les seniors se sentent bien. Et c'est le bien vivre. Et se sentir bien, justement, dans ces lieux de vie, c'est aussi être en bonne santé. On sait que, et c'est dans les promesses que vous faites à vos investisseurs, ça fait partie des enjeux. On sait qu'on est sur un territoire où il y a un accès qui est inégal à la santé, à des professionnels de santé, parce qu'eux aussi vieillissent.
où ils préfèrent être dans des villes où il y a peut-être plus de clientèle, ou de patientèle, et plus exactement. Comment vous faites dans vos choix pour arbitrer justement tous ces sujets? Parce que on pense naturellement qu'une personne de 70 ans, elle va vouloir être dans un centre-ville, là où le foncier est peut-être le plus cher, et en même temps proche des premiers centres de soins ou d'un cabinet médical. Est-ce que ça fait partie aussi de vos stratégies de déploiement? Alors ça, c'est un sujet très en amont, mais qui est primordial. Avant de décider d'aller implanter une résidence senior sur un territoire, la première chose qu'on va faire, c'est une analyse de marché, mais extrêmement poussée, sur l'offre qui existe déjà dans ce qu'on va proposer au marché. Et on a nos petites recettes de promoteurs gestionnaires. On est le plus urbain possible. C'est-à-dire, les seniors, ils veulent être, très schématiquement, dans des centres de vie, des centres urbains, connectés à la médecine de ville, hyper important, parce que vous venez de dire, donc la médecine de ville, c'est tout ce qu'on connaît, ça peut être des cliniques, des hôpitaux, des praticiens autour. Nous, on ne fait pas de médecine dans les résidences, donc on est connecté à la médecine de ville. Souvent, il y a une infirmière coordinatrice qui organise ça pour les seniors. Et c'est intéressant aussi pour les praticiens de trouver sur le même lieu une patientèle quand même importante. Donc, mais c'est un équilibre entre tout ça. Et en même temps, dans votre équilibre, parce que je suis investisseur chez vous, moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'avoir des revenus qui tombent tous les mois ou tous les trimestres, comme vous l'avez dit. Et en même temps, je suis attaché à ce que dans la résidence, les services qui sont apportés à mes locataires, même si c'est pas les miens, je vous donne de l'argent pour qu'il y en ait, soient le mieux traités possible. Je vous en parle parce qu'il y a comment dire, vous le savez très bien, dans l'opinion publique, parfois on stigmatise en disant que les résidences-services sont des EHPAD, alors que c'est absolument pas le cas, et je vous le confirme pour être souvent sur le terrain auprès de ces types d'acteurs. En revanche, le glissement de certaines personnes dans la perte d'autonomie, dans les résidences-services, peut faire que l'image peut être envoyée des fois justement à un EHPAD, et ce qui n'est pas le cas. Donc votre travail, c'est aussi d'aller créer des liens avec ces autres acteurs pour le jour où ça va moins bien, peut-être aller autre part. Mais oui, on fait tout ça en lien avec la famille. C'est-à-dire que c'est aller dans une résidence-service senior, c'est une décision souvent collégiale, familiale, entre le résident, sa famille, ses enfants, etc. Donc, et nous, on est en amont de la RSS, mais de l'EHPAD. Mais vous avez raison, on a dû expliquer, avec ce qui s'est passé sur les EHPAD, qu'on n'était pas EHPAD. Donc on est la partie avant, si je puis dire. Donc nous, nos résidents, ils sont autonomes. Donc je peux vous dire que si au niveau nourriture, au niveau service à la personne, ils ne sont pas contents, ils sont largement en état de nous le faire savoir et éventuellement de partir. Donc on n'est pas sur... Ça veut dire que vous présentez des indicateurs de performance où, par exemple, on mesure la satisfaction, la qualité de vie des personnes, leur ressenti. Alors, il y a un label qui a été créé, qui a été construit avec... alors, je me souviens plus du nom de l'organisme, mais bon, ce label s'appelle Visea. Il cumule 12 critères. Il y a 6 critères immobiliers et 6 critères résidentiels. Donc, ils touchent justement au bien vivre. Et donc, tout ça est quantifié. Alors, pour les résidents, ça va de la taille des appartements, aux services proposés, à la qualité du personnel, etc. Tout est normalisé, enfin, tout est mesuré. Et on se doit de rester dans ces critères, dans les critères de ce label. Très bien. Merci Benjamin Zimmer pour votre 5 sur 5. Laurent Jourda, restez avec nous dans un instant. La conclusion de Clément Lanoux et puis la conclusion des enfants, ce qu'ils ont pensé de cette émission. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, j'espère que vous avez eu des réponses à vos questions concernant l'immobilier locatif de résidence de service, entre autres avec Laurent Jourda. Vous allez pouvoir aller plus loin, on va vous donner toutes les bonnes adresses pour aller vous renseigner dans un instant. Est-ce que lui a tout retenu de cette émission? En tout cas, qu'est-ce qu'il a retenu de cette émission? Clément Lanoux, c'est l'heure de votre bilan. Alors, tout à fait, je vais faire le bilan calmement, se remémorant chaque instant de cette émission. Alors, c'est pour les moins de 30 ans. Voilà, il faut savoir que moi, déjà, à la base, j'ai aucune conviction. C'est-à-dire qu'on
qu'on peut me vendre n'importe quoi, même si j'en ai pas besoin. C'est-à-dire, je rentre dans un magasin, on me dit, il suffit qu'une vendeuse me dise, vous voyez bien cette chemise, voilà, je l'ai pris. Je vois qu'Anissa, vous êtes aussi comme moi. Donc là, aujourd'hui, vous m'avez convaincu, vraiment, parce que je n'avais pas besoin ni de résidence senior, ni de résidence étudiante. J'ai toujours envie d'acheter en me disant, est-ce que la banque me fait confiance? Donc, vous m'avez convaincu, je crois que je vais venir vous voir et je vais vous faire confiance parce que j'avais essayé tout seul d'acheter, d'investir. Et tout seul, c'est pas simple. Il y a plein d'étapes. La première étape, on m'a dit, il faut estimer ton budget. Pour ça, je suis allé voir mon banquier qui m'a demandé des frais de tout. J'ai eu des frais d'agence, des frais de dossier, des frais médicaux. Oui, parce que passé 30 ans, il faut faire 2 prises de sang, un test d'urine. J'ai même fait un test de grossesse au cas où. Donc, je vous cache pas que voilà, il a gagné ma confiance. Donc, mon banquier qui est aussi mon médecin, du coup, il m'a dit, OK, on peut investir à telle hauteur. Donc j'allais le faire tout seul. Mais la première question, on se la pose aussi, c'est trouver l'emplacement. Alors là, ça dépend du budget. C'est vrai que si on a 80 000 euros, j'ai vu qu'on pouvait investir en province, peut-être une résidence. Alors ça dépend, parce qu'à Paris, moi je m'étais renseigné, avec 80 000 euros, j'avais 2 parkings, mais c'était pas mal, et encore il y en a un qui fermait pas, c'était compliqué, donc voilà. Après, il faut trouver donc l'emplacement. Face à l'emplacement, il y a 2 types de personnes. Il y a des visions à long terme et il y a des visions à court terme. C'est-à-dire que moi j'avais une vision à court terme. Par exemple, je regardais, je me disais, génial, il y a un kebab en dessous, une discothèque à côté, c'est fabuleux. Puis j'ai pas pensé à mes locataires en me disant, est-ce que c'est bien d'habiter là finalement? Moi je voyais ça. Et puis il y a l'investissement à long terme. Donc ça, j'ai des amis, on l'a tous, cet ami qui nous parle du Grand Paris, par exemple, qui te dit, non mais là, dès que tu vois une grue, il faut investir là. Il croit que t'es milliardaire, il dit toujours, tiens, le métro, il va aller là, il faut que tu investisses là, c'est fabuleux. Au final, tu l'écoutes, tu dis, achète à Auxerre, dans 2 ans, c'est dans Paris, apparemment, selon lui. Et puis ensuite, il faut trouver un bien. Et là, effectivement, on l'a évoqué. Ça dépend où, parce que en ville, je me suis fait avoir plus d'une fois. J'ai fait quand même quelques visites. Quand on te dit c'est un studio, on te vend un studio avec une petite kitchenette, c'est tout petit, ça fait 8 mètres carrés et ils te mettent type loft. Type loft, ça veut dire il y a tout dans la même pièce. C'est comme si on te vend une salle de bain américaine, ça n'existe pas. Ça veut juste dire que la douche elle est dans le salon. Voilà. Et puis après, donc là, ce que je ne savais pas aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs options. Quand on veut investir pour du locatif, soit on choisit soi-même son locataire, soit on vous fait confiance. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. Et dans le début de l'émission, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars plutôt sur résidence étudiante ou résidence senior? Et pendant toute l'émission, je me disais, je vais peser le pour, le contre. Et je me disais, tiens, l'avantage de la résidence étudiante, c'est que quand on arrive pour même voir, montrer, dire, tiens, c'est chez moi, on croise des jeunes. Donc ça, c'est sympa. Mais du coup, on est le vieux. Voilà. Inversement, donc la résidence senior, quand on arrive, on est le petit jeune. Voilà. Donc là, je trouve que c'est sympa. Et puis, mec convaincu en me disant qu'il y avait plein d'animations, des jeux de cartes, même du bowling. Je crois qu'il y a des défilés de mode dans certaines résidences. C'est pas une blague. Donc il y a vraiment tout ça. Donc je vais plutôt opter pour la résidence senior en ce qui me concerne. Et surtout, j'ai retenu cette phrase qui est très importante, qui vient de Benjamin à ma droite et qui a dit, ce sera ce que je garderai de l'émission, il n'est plus de senior que de bébé. J'ai trouvé ça très beau. Donc vous m'avez convaincu. Donnez-moi 2 résidences seniors. C'est parti. Voilà. Laurent Jourda, vous avez un nouveau client. Est-ce qu'il a bien retenu tout ce qu'il fallait retenir? C'est très bien résumé. Presque. Il a les bases. Il a les bases. Il a les bases et c'est important. On va voir aussi parce qu'on a passé quasiment toute l'émission avec les enfants qui nous ont partagé leur ressenti, leur vision de l'investissement immobilier. Justement, qu'est-ce qu'ils ont retenu de cette émission, les enfants? Que si je serais riche, j'achèterais plein de maisons et mettre des locataires dedans. Laurent Jourda, est-ce qu'elle a bien tout retenu? Elle est super. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, c'est ça. Et on pourra devenir riche ou c'est juste un placement? Est-ce qu'on peut espérer vivre une belle histoire qu'aurait pu nous raconter Paco? Alors, c'est vrai que sur Internet, on trouve partout des gens qui sont devenus milliardaires. C'est ça. Nous, c'est pas notre sujet. On est plus modeste. On va déjà faire en sorte que les gens aient un bon complément de revenus à la retraite. Voilà, ça va être ça notre objectif à nous. On vous retrouve sur Internet pour plus d'infos? Résidétude Invest. Vous êtes le directeur commercial de Résidétude. On peut bien sûr venir vous voir. Vous êtes implanté dans de nombreuses villes en France. On est dans toutes les grandes villes en France. Voilà, Paris, Lyon, Toulouse, Nantes. On va toutes les citer, il y en a énormément. Moi, ça ressemble à la météo. Voilà, il fera 14. Là. Visiblement, vous avez choisi Nantes. Moi, Clément, ça sera Nantes. Moi, je suis pas très loin de Nantes. C'est vrai vous que êtes vendéen. Ça me plaît bien. Bienvenue. Allez sur le site internet de Résidétude. Merci encore Laurent Jourda d'avoir passé cette émission avec nous et d'avoir répondu aux internautes et d'avoir répondu à toutes les questions qu'on se pose autour de l'investissement immobilier locatif de service. Merci Paco de Bonheur. On vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle belle histoire. Ça marche. Benjamin Zimmer. Avec plaisir. Toujours à fond sur le 5 sur 5. Toujours à pour fond, cuisiner et faire mijoter nos invités. À très vite sur Live Invest. Non, vous n'embêtez pas, vous me direz au revoir à la prochaine émission. Pardon Clément. Au revoir, vous revenez quand même. Je vais y réfléchir, mais j'ai très envie. Moi je parie qu'il sera là. À très vite sur Live Invest pour une nouvelle émission.